ce qui concerne la manière de développer un partenariat équilibré avec la Belgique, moi j'ai soulevé quelques points. Alors le premier point que j'ai soulevé, c'est une implication réelle des allochtones. Donc on entend par le mot allochtone, autochtone. Comment on le définit, ça c'est encore autre chose, parce que vous pouvez très bien être noir et avoir un nom belge, et vice-versa. Hein. Mais bon, se dire qu'ici en Belgique, nous avons des gens d'origine africaine qui connaissent le terrain, qui ont une expérience, qui sont capables de faire une expertise, et on ne les utilise pas, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que les conditions d'accès au poste de cette coopération au développement sont parfois rédigées d'une manière où il est quasi impossible à un allochtone de porter sa candidature. Absolument. Il y a d'autres raisons aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que c'est un petit peu triste de se dire on lance un projet au Rwanda, on lance un projet au Burundi ou au Congo, on est dans l'élaboration de ce projet et on n'implique pas les gens qui connaissent le pays de A à Z. Je trouve que c'est un non-sens. Monsieur De Vink a un poste, il l'a dit, il est responsable auprès de monsieur Armand de Decker en ce qui concerne les problèmes et les solutions pour le Burundi, le Rwanda et le Congo. Je ne lui pose aucune question à laquelle il pourra répondre par la suite. Est-ce que monsieur De Vink a auprès de lui des collaborateurs originaires de là-bas qui l'aident dans son travail au quotidien? C'est la question que je lui pose, parce que c'est très bien d'avoir vécu au Congo, d'y avoir grandi et d'avoir pu admirer le lac Tanganyika. C'est magnifique, tant mieux, parce que vous avez une connaissance, mais ce serait encore mieux d'impliquer les allochtones qui, eux, sont là et souvent ont des difficultés à trouver un emploi avec des diplômes parfois très, très, très élevés. C'est ma vision des choses. Alors, une autre chose aussi, c'est que je pense à l'impact des églises. On constate aujourd'hui que la communauté africaine, je dis notre communauté parce que je me sens aussi africaine, hein, il n'y a rien à faire, on ne pourra jamais me l'enlever, je suis belge et je suis congolaise aussi, donc je dis notre aussi bien pour la Belgique que pour le Congo ou l'Afrique. Donc je disais, dans notre communauté africaine aujourd'hui, on voit l'émergence de différentes églises. Et j'ai l'impression qu'ici, on néglige la puissance de ces églises-là. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit critique par rapport à ça, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est de la blague, qu'est-ce qu'ils font, ils sont là de 10h à 14h en train de prier. Ok, on peut dire ce qu'on veut, mais les gens s'y impliquent. Et ils y engagent des sommes d'argent énormes. Je peux vous dire que certaines églises ont un poids financier assez conséquent. Et ils aident leur pays d'origine. Donc là, je vois l'apport du privé en tant que tel, l'homme d'affaires africain qui a de l'argent, mais aussi ces églises qui pourraient aussi s'impliquer dans des petits projets, des moyens projets et peut-être des grands projets de grande envergure. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à évoquer. Je relis un tout petit peu mes notes pour être sûr que je n'ai rien oublié. Oui, encore une fois, les politiciens, bon, j'en fais partie aussi, vous l'apprendrez bien assez tôt, ont tendance à parler de choses qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Bon. Et là, je parle notamment de ce que du fait de la coopération au développement, du respect de l'être humain, de la démocratie, du droit à la dignité. Et là, je fais appel et référence à Ali Guissé, qui est le représentant des sans-papiers ici en Belgique. Et quand on voit comment, j'en profite, hein, vraiment j'en profite que j'ai la parole, mais quand je vois comment on les traite, je pense qu'avant de parler de dignité et du droit à la dignité là-bas, on ferait bien de commencer ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, il me revient d'aborder en cette journée un thème particulièrement cher à mes yeux, à savoir l'engagement citoyen et l'interculturalité comme nouveau vecteur de la coopération. C'est un fait évident que la connaissance et le respect mutuel ont de tout temps fondé les échanges, la coopération et la solidarité entre les hommes et entre le peuple. A contrario, la domination et l'assistance permanente sont des modes de relations qui,
ont souvent démontré leurs limites, leurs faiblesses et leurs conséquences néfastes. Tout à l'heure, les orateurs ont parlé un peu de ces projets, donc sans concertation, j'ai fait moi-même cette analyse. L'interculturalité est une notion qui mérite d'être clarifiée. Elle est dans toutes les bouches et dans tous les esprits, mais parle-t-on toujours de la même chose? Certains voudraient présenter notre société comme une sorte de grand chaudron dans lequel tout se mélange, tout se vaut, tout se confond. D'autres, dont je suis, considèrent qu'une société interculturelle est une société de la rencontre et de la connaissance. Ce qui est formidable dans une ville comme Bruxelles, par exemple, c'est que l'on peut aisément franchir toutes les frontières pour se plonger dans des univers totalement différents. La chaussée des Mons n'est pas la rue du Brabant, ni la chaussée des Wavre, ni encore l'avenue Louise. Et pourtant, ce sont, en tout cas ça devait être, les lieux de tous les Bruxellois. De même, le foisonnement culturel est tel que l'on peut, sans difficulté sur un week-end, passer d'une soirée africaine à un dîner thaïlandais avant un spectacle marocain ou russe. En même temps, Bruxelles est un lieu de pouvoir fondamental, avec tout ce que cela suppose comme présence officielle des représentants de l'Assemblée des nations et des cultures. C'est une richesse phénoménale qui fait de Bruxelles, petite ville par sa taille, une ville-monde au sens des grandes métropoles cosmopolites que sont New York, Londres ou Paris. Cette chance est véritablement entre nos mains, entre les mains de chaque citoyen, pour que nous puissions en faire le moteur d'un avenir meilleur pour tous. En passant, l'accroissement du nombre de représentants politiques issus des communautés d'origine étrangère est déjà la marque positive que cette évolution est en cours. Cela étant, pour saisir cette chance, il est fondamental que l'on se sépare du discours des plaintes, des victimisations. C'est à chacun d'entre nous, quelle que soit la communauté dans laquelle il se sent les plus proches, de tirer parti de ses originalités, de ses spécificités pour les partager avec les autres et les faire entrer en résonance les unes avec les autres. C'est aussi une évolution positive qui est largement à l'œuvre aujourd'hui. C'est enfin une logique qui s'oppose à deux phénomènes qui sont à mes yeux deux grands dangers majeurs. C'est soit le repli identitaire, qui est une manière de se réfugier dans ses repères jugés stables, simplistes, pour éviter la confrontation des idées. C'est une démarche qui s'apparente à une paresse de l'esprit, et je ne crains pas de le mettre sur le même pied que cette autre paresse de l'esprit qu'est l'extrême droite. Dans les deux cas, il y a exclusion, négation de l'autre en tant que différent, et finalement il y a violence. L'autre danger est juste le contraire, c'est-à-dire la perte de tout repère personnel et la confusion des idées, des symboles, des cultures. C'est la recherche de la plus grande transparence ou de la plus grande uniformité qui aboutit elle aussi à la panne des idées et à la panne du progrès. L'interculturalité est donc un formidable moteur d'engagement et de projet, en particulier auprès des jeunes. Elle propose un horizon d'épanouissement personnel et de valorisation des compétences. Au pouvoir public, il nous revient alors de définir un cadre pour soutenir et rendre possible cette perspective. Et c'est ici que de nouvelles formes de coopération au développement peuvent voir le jour sous l'impulsion des autorités, tous niveaux de pouvoir confondus. Certaines communes, dont plusieurs communes bruxelloises, se sont déjà depuis longtemps engagées dans des opérations de jumelage avec des communes ou des districts de la région des Grands Lacs. De nombreuses réalisations et beaucoup de rencontres en ont résulté jusqu'ici. Il est sans aucun doute nécessaire d'aller plus loin encore et de mobiliser davantage les énergies au plan local, au plan régional et au plan national pour rendre ces initiatives plus efficaces et plus nombreuses. Par exemple, les initiatives pourraient voir le jour au départ des écoles, afin de construire dès le plus jeune âge les éléments qui fonderont par la suite des collaborations plus poussées. Il faut à cet égard faire preuve d'imagination, dès l'enseignement primaire, mais ensuite dans l'enseignement général et dans l'enseignement technique et professionnel.
au départ d'un jumelage communal, l'on pourrait imaginer de développer des initiatives de parrainage d'une école belge vers une école d'une commune des Grands Lacs. Les initiatives de ces gens existent déjà. Je pense particulièrement à celles des écoles de la ville de Bruxelles, de ma commune, les Terbé, de la commune de Rouleau et Saint-Pierre. Et il y a encore des projets au niveau de la région wallonne dans le cadre de jumelage d'écoles belges et des écoles de pays de Grands Lacs. C'est une manière d'inscrire dans des projets citoyens sur les longs termes, et cela peut conduire à des expériences extrêmement utiles, comme des stages d'enseignants, de l'échange d'informations ou du matériel, voire l'acquisition des compétences techniques au travers d'un projet de terrain. Dans les champs scolaires, il est également très important de veiller à responsabiliser et à intégrer les parents des enfants issus de l'immigration pour le suivi et l'accompagnement de leurs enfants. Ils ont des choses à dire, mais ne trouvent pas toujours l'écoute qu'ils sollicitent. Et puis, comment ne pourrais-je pas mettre l'accent sur la nécessité de porter une attention soutenue à la place et au rôle des jeunes filles dans l'ensemble des processus de coopération. Le rapport de Sanya, qui s'est tenu en Chine il y a quelques mois, démontre largement que les enfants, les jeunes filles n'ont pas leur place dans la société, surtout dans des pays en voie de développement. Mais il y a un projet d'UNICEF qui met l'accent sur l'enseignement des jeunes filles. Et je viens d'Afrique, je viens du Congo, où ces projets est largement diffusé, où maintenant c'est une condition sine qua non pour pouvoir, dans le cadre de la coopération, qu'ici, ils prennent en charge par exemple l'enseignement, où on oblige, en fait dans cette école, à avoir pas nécessairement une parité, mais en tout cas, mettre les filles à l'école. Elles ne sont pas là seulement pour aller puiser de l'eau et aller chercher du pain. C'est sur ces filles, surtout, que reposera pour une large part les devenirs des pays d'Afrique centrale. Je pense à la prise en charge des familles et à l'économie informelle, dont elles sont les piliers en période de conflit ou de post-conflit. Si des parrainages scolaires se multiplient, il me semble que la présence des jeunes filles dans les écoles jumelles en Afrique doit être une condition sine qua non. Dans le cadre des projets que je développe au niveau de ma commune, avec une ou deux écoles au niveau du Congo, mais je vous dis que c'est la condition que nous avons mise sur papier pour que ces jumelages s'effacent. Sans la scolarité des jeunes filles dans ces écoles, mais nous ne signerons pas, ou alors nous n'accorderons pas cette aide, ou alors nous ne ferons pas ces partenariats entre écoles. Et à mes yeux, il en va d'une toute première forme de coopération qui commence ici, en Belgique, et maintenant, et sur laquelle pourra reposer avec plus de stabilité des initiatives plus ambitieuses. Je voudrais souligner encore un mérite particulier de ces genres d'opérations. Elles traduisent très concrètement le principe « penser globalement, agir localement », qui est l'un des fondements du développement durable. On n'attend pas d'un jumelage de communes qu'il permette de réaliser des grands travaux d'infrastructures ou la création d'hôpitaux généraux. Ça, nous les sourçons dans les cadres de la coopération au niveau général. Non. Les apports de ces jumelages sont de l'ordre de l'échange d'expériences et de pratiques, de l'ordre du microcrédit, de l'ordre de la qualité de vie quotidienne de ceux qui y participent. Les défis de la construction d'une citoyenneté responsable et assumée passent par ces opérations pour là-bas comme pour ici. Plus généralement, dans le cadre d'une politique de coopération renouvelée, l'attention doit clairement être portée sur la place et le rôle des jeunes. Je pense aux jeunes travailleurs qui pourraient bénéficier davantage qu'aujourd'hui des plans de formation incluant des expériences à l'étranger, en particulier pour les jeunes issus des pays d'Afrique centrale. Des projets pilotes du Forum dans le cadre du programme Equal de l'Union européenne pourraient être utilement étendus. Et dans le cadre des projets Equal pour les jeunes, il y a des programmes qui se font, qui permettent aux jeunes issus de l'immigration de suivre une formation de 3 à 6 mois ici en Belgique et d'aller dans leur pays d'origine suivre une formation, non, plutôt mettre sur le terrain, mettre en pratique ce qu'ils ont acquis ici
durant leur stage dans leur pays d'origine. Pour cela, il y a des conditions, ils doivent absolument parler la langue de leur pays. C'est qui est une bonne chose parce qu'on remarque qu'au niveau de la Belgique, les jeunes issus de l'immigration ont parfois du mal à parler leur langue. Et ça, c'est une des conditions qui permettent une coopération autant au niveau de la Belgique qu'au niveau des pays des Grands Lacs, qui favorise en fait cette intégration autant ici que là-bas, qui favorise l'interculturalité, qui favorise la multiculturalité. Et ces genres de projets existent. Vous pouvez toujours prendre contact avec mon cabinet pour que je puisse vous donner les coordonnées du forum et de ces programmes-là qui permettent aux jeunes issus de l'immigration de pouvoir aller faire des stages et si jamais ça leur plaît, de rester dans leur pays et travailler avec pendant une année l'aide du forum. Les entreprises peuvent également jouer un rôle dans cette logique des collaborations. Elles disposent des savoir-faire et des ressources humaines qui peuvent aider les initiatives locales à se déployer et à se diversifier. Dans le même ordre d'idées, les soutiens à la création d'entreprises pourraient inclure des projets développés en Afrique ou encore des formations à la gestion d'entreprises en langue ou en informatique qui tiennent compte davantage des spécificités africaines, contribuant ainsi à tisser des liens durables. Comme vous savez, je crois que vous venez la plupart d'Afrique. Il y a parfois des projets dans le cadre de la coopération au développement. J'ai vu mes prédécesseurs ici, tantôt donner des éloges ou faire des éloges de la coopération au développement et porter aussi des critiques. Mais je crois que Bertin l'a dit, il ne faut pas avoir peur de le dire, qu'aujourd'hui, quand on va en Afrique, il y a un problème de gestion d'entreprise. Il y a des microcrédits, je suis en train de travailler dans le cadre toujours de la coopération au développement avec le ministre Armand Dedeker, dans le cadre du microcrédit, comme vous le savez, c'est l'année internationale du microcrédit. On octroie des microcrédits à des personnes privées, mais au bout d'un certain temps, on ne récolte pas de fruits. Pourquoi? Ce n'est pas par malhonnêteté, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de gestion d'entreprise, gestion du personnel, suivi des commandes. Donc, en fait, il y a un problème au niveau de la gestion. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que les entreprises peuvent aider, parce qu'ils ont un savoir-faire, peuvent aider dans le cadre de ces microcrédits à la gestion, à la formation, dans le cadre de la gestion d'entreprise. Ces initiatives devraient s'inscrire notamment dans le cadre des missions économiques. Vous le savez, la Belgique organise chaque année des missions économiques des parlements. En particulier, je connais plus le cas des pays de Grands Lacs. Et dans ces genres de formations, il est, je crois, opportun et important aujourd'hui qu'il y ait des jeunes entrepreneurs issus de l'Afrique puissent prendre part à cela, travailler, aller dans leur pays d'origine, dans le cadre de ces missions économiques, et aider à la formation dans le cadre de la gestion d'entreprise. Cela est possible. L'important pour cela réside dans deux choses. D'une part, l'engagement personnel et citoyen des jeunes, qu'il faut soutenir et valoriser davantage. Et d'autre part, la capacité des autorités publiques à rompre avec la logique d'assistanat, qui chez nous, et surtout en Afrique, détruit peu à peu la capacité d'adaptation et d'innovation. Pour être depuis longtemps plutôt au contact des jeunes, en Belgique comme au Congo, je sais avec certitude combien leur énergie et leur enthousiasme n'attendent que des impulsions positives pour leur permettre de s'exprimer. Je formule donc le vœu qu'avec les soutiens de la coopération au développement, mais également avec l'ensemble des pouvoirs publics concernés, les autorités locales en Belgique et les citoyens, qu'on s'engage davantage dans de tels processus. Tous, nous avons quelque chose à y gagner. Cela s'appelle la fraternité. Je vous remercie. Dans le domaine de la solidarité internationale ou de la coopération au développement. Je ne vais pas être très long, mais je crois que c'est important de pouvoir remettre un peu à plat et expliquer comment fonctionne la coopération internationale ou au développement en Belgique. Et pour ce faire, il faut bien savoir que les politiques de coopération au développement ont été lancées, vous le savez, c'est pas la peine d'y revenir,
dans les lendemains de la décolonisation et que finalement, au moment où on a créé cette compétence au sein du gouvernement, c'était finalement pour suppléer au pouvoir colonial qui avait quitté notamment le Congo, mais aussi le Rwanda et le Burundi assez vite au début des années 60. Et donc, il a fallu pas mal de temps, évidemment, pour que l'expression d'une coopération développement par un pays comme la Belgique puisse s'exprimer dans le respect des uns et des autres. Et vous savez tous que les premières initiatives, qu'elles soient d'ailleurs prises par les gouvernements, le gouvernement belge en l'occurrence, ou même par les acteurs indirects, ce que nous appelons ceux qui ne sont pas en première ligne dans les accords de coopération, mais bien en deuxième ligne, et c'est évidemment les ONG, mais pas uniquement, puisqu'on y retrouve aussi les universités, les syndicats, des associations qui sont elles-mêmes engagées dans la solidarité internationale, la coopération et le développement. Et bien, au début, c'était assez difficile, évidemment, de pouvoir mettre en place des politiques de coopération qui devaient logiquement exprimer la solidarité de la Belgique envers les peuples de l'Afrique centrale, pour reprendre cette sous-région, mais parce qu'on sortait évidemment d'une histoire où vous n'aviez pas été toujours considérés comme des partenaires à part entière. Et donc on a très facilement et très rapidement mis en place des politiques verticales, où l'ensemble des décisions continuaient, un petit peu comme dans le temps du pouvoir colonial, à être prises ici en Belgique et essentiellement à Bruxelles, sans véritablement ni tenir compte des besoins des populations sur place, ni même avoir un minimum de cohésion entre les politiques qui étaient menées. Et donc on a commencé à soutenir assez tardivement les ONG, on a renforcé les politiques gouvernementales, ce qu'on appelle l'aide bilatérale, c'est-à-dire d'État à État. Ce sont les accords qui sont signés entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais, pour reprendre l'exemple du Congo, et qui mettent en place un certain nombre de programmes de soutien, de développement, mis en place donc par les États, et pas par les citoyens ou les groupes de citoyens, comme on peut les retrouver au niveau des ONG. Et donc, pas de cohésion, pas de respect réel des partenaires sur place, et donc, évidemment, très facilement, inadéquation des politiques menées par rapport à la situation dans les pays en question, et notamment par rapport, évidemment, aux besoins, mais aussi à la capacité d'engagement des populations dans les pays concernés. Et puis, de fil en aiguille, la colonisation s'était un petit peu estompée dans l'esprit des gens, et on a, dans un contexte que vous connaissez très bien et qui était quand même très difficile, qui était le contexte de la guerre froide, on a tenté de pouvoir ramener un peu mieux ou un peu plus les aspirations, les besoins, le contexte dans lequel les populations dans les pays concernés vivaient, avec les envies, avec les ambitions, avec les politiques que la Belgique voulait mener dans ce contexte-là. Et donc aujourd'hui, après 40-45 ans d'histoire de la coopération, on se retrouve dans une configuration où, au niveau de la Belgique, et je vais parler essentiellement de la Belgique, et notamment, enfin essentiellement aussi du pouvoir fédéral, puisque vous savez en plus qu'en Belgique, nous sommes un pays compliqué, et que le gouvernement fédéral aujourd'hui, évidemment, maintient la toute grande partie des compétences en matière de coopération et développement, mais vous savez que depuis 1993, les entités fédérées, à savoir les régions wallonnes, bruxelloises, flamandes, la communauté française, la communauté germanophone, ont la compétence, la capacité juridique de pouvoir signer des accords de coopération avec d'autres pays, et donc elles se sont aussi engagées, mais évidemment dans des contextes budgétaires beaucoup plus serrés, elles se sont elles-mêmes engagées dans les actions de coopération au développement, et elles ont donc signé des accords de coopération avec certains pays africains notamment, mais pas uniquement, et le Congo par exemple est évidemment un acteur et un pays partenaire
comme d'ailleurs le Burundi, un pays et le Rwanda, sont tous les trois des pays partenaires de la communauté française de Belgique, de la région wallonne, pour le Congo de la région Bruxelles-Capitale, et donc ces entités fédérées, avec leurs petits moyens, tentent de mener des politiques. Mais on est bien d'accord que c'est au niveau fédéral que la majorité du budget et donc des moyens reste concentrée, et donc je vais essentiellement parler d'eux. Et donc la Belgique, vous ne pouvez pas revenir sur les grands événements évidemment de 1990, au moment où elle rompt les accords de coopération avec le Zaïre, après les fameux événements de Lubumbashi et les fameux massacres soi-disant perpétrés par le gouvernement zaïrois dans l'université de Lubumbashi. On voit aujourd'hui, 15 ans plus tard, qu'on commence à voir qu'il semblerait que ces massacres aient été plutôt montés par le gouvernement belge pour avoir le prétexte de pouvoir couper la coopération avec le Zaïre, puisque vous savez bien que c'est aussi l'époque où commence à tomber le mur de Berlin, où la guerre froide commence à s'estomper, et donc il n'y avait plus de raison majeure pour que la Belgique puisse continuer à entretenir des relations avec le gouvernement de Mobutu, et donc elle en a profité pour couper la coopération. Je pourrais revenir longuement évidemment sur cet épisode, je ne crois pas que c'est en tout cas pas l'objet de mon intervention, mais je crois que c'est important de savoir qu'en 90-91, la Belgique coupe complètement l'aide avec, en tout cas la coopération avec le Congo, ce qui plonge évidemment les deux pays dans des relations relativement glaciales pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que, évidemment, le président Mobutu soit déchu, jusqu'à ce qu'arrive Kabila, et puis Kabila fils maintenant, Joseph Kabila, où on voit tout doucement, depuis 2002, et c'est très illustratif par exemple dans les chiffres de la coopération et développement, où on voit depuis 2002 que la Belgique timidement reprend les contacts avec le gouvernement congolais et réinstaure une sorte de coopération qui n'est pas encore celle du niveau d'avant 1990, mais qui commence à redevenir bilatérale, ce qui veut dire que la Belgique re-signe des accords avec le Congo dans un cadre très spécifique, et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas revenu, et peut-être qu'on n'y reviendra jamais d'ailleurs, à un niveau de la coopération d'avant les années 90, puisque la Belgique s'est abritée derrière des accords internationaux qui ont été passés notamment avec la République démocratique du Congo, qui ont été passés avec deux organisations que nous n'aimons pas trop au CNCD, qui sont évidemment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et donc, les accords de coopération actuels qui reprennent timidement depuis 2002 entre la Belgique et le Congo s'inscrivent dans ce qu'on appelle le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui est un cadre imposé par les grandes organisations financières internationales, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, et qui ont, comme leur nom l'indique, l'ambition de vouloir réduire fortement la pauvreté dans les pays en question, mais vous savez peut-être, ou vous savez bien, que ces cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté ne sont finalement qu'une face cachée de ce qu'on appelait, et qui était en grande vogue dans les années 80 et 90, les ajustements structurels. Et donc, vous savez, les dégâts, et tout le monde en plus maintenant, y compris ceux qui les ont mis en place au niveau de la Banque mondiale, tout le monde reconnaît aujourd'hui que nous sommes dans l'échec par rapport à ces programmes d'ajustement structurel. C'est comme ça qu'on leur a changé de nom et qu'on les appelle maintenant cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé entre les programmes d'ajustement structurel et le fameux cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, mais on sait bien que derrière, c'est la même philosophie qui sous-tend, et cette philosophie, elle est, à mon avis, en contradiction
avec ce que M. Louis Michel et Armand de Decker ont encore écrit ensemble aujourd'hui comme carte blanche dans le soir, où ils disent bien que relancer la coopération, relancer le développement, aboutir à ces fameux objectifs du millénaire, c'est avant tout renforcer les États. Et on sait très bien que les programmes d'ajustement structurel, comme les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, ont malgré tout l'ambition de réduire drastiquement les dépenses de l'État au profit d'une libéralisation des marchés, d'une ouverture des marchés sous-régionales, internationales, continentales, intercontinentales, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a évidemment aucune égalité de traitement entre un pays, dans les échanges commerciaux, entre un pays européen et un pays africain, et qu'il faudrait au moins, si l'on veut renforcer les échanges commerciaux, avoir un traitement différencié quand ce sont des marchandises ou des services qui viennent d'un pays africain, ou bien quand ce sont des marchandises ou des services qui viennent d'un pays européen. Or, aujourd'hui, il n'y a pas cet avantage différencié, et donc on sait très bien comment, par exemple, par rapport à la Chine ou à l'Inde, comment voulez-vous que les produits ou les services provenant d'un continent comme l'Afrique soient concurrentiels avec ceux de l'Inde, de la Chine, du Japon, de l'Europe, du Canada ou même du Brésil? On sait très bien qu'il n'y a pas égalité de traitement entre ce continent, en tout cas africain, et même le reste du monde, et que si on ne met pas un avantage différencié, eh bien, l'Afrique sera évidemment perdante dans ces échanges commerciaux. Et donc, on met en place ce nouvel accord de coopération dans le cadre du fameux cadre